Donc, bonjour, je suis Aurélie Privé, je suis professeure de SVT dans les Hautes-Alpes et membre des cahiers pédagogiques. Et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cet atelier sur le thème de la biodiversité. Durant cette heure, vous allez découvrir trois projets très différents qui tournent autour de la biodiversité et qui ont pour fil conducteur de faire découvrir à des élèves de primaire et de collège la richesse de la biodiversité locale et sa fragilité. Alors, le premier projet s'intitule Piève de Maru. Il va nous être présenté à trois voix par Léa Chabot, qui est professeure de SVT au collège Didier Dora dans la Seine-Saint-Denis et qui a travaillé sur ce projet en équipe avec son autre collègue de SVT. Guillaume Bellino, qui est enseignant de SVT au collège Paul Langevin de Déchy, qui va aussi nous faire une petite présentation, qui a travaillé sur ce projet, et Mathieu Farina, qui est agrégé de SVT et qui travaille pour la Fondation La Main à la Pâte, producteur de ressources. Le deuxième projet va nous faire découvrir les scolites, qui sont des petits insectes phytophages qui s'attaquent aux épicéas des Ardennes, non loin du collège de Grégoire Panier, qui est enseignant de SVT au collège Georges Sand et formateur académique à la Maison pour la science de Champagne-Ardenne. Et c'est un projet ambitieux qui permet de faire manipuler des données scientifiques aux élèves pour modéliser la science du vivant. Vous verrez, c'est passionnant. Et un troisième projet présenté par Christopher Gay-Le Guen, qui est professeur des écoles dans l'Académie de Montpellier et formateur et ambassadeur eTwinning. Il a fait travailler des élèves sur un projet qui se nomme Emergency, avec des élèves de cycle 2 et de cycle 3, en partenariat avec des classes des îles Canaries. Et il s'est intéressé à l'écosystème local, le littoral méditerranéen et les solutions possibles pour le préserver. Chaque projet va durer une dizaine de minutes environ et nous aurons environ le même temps dédié à vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez en bas de l'écran un petit bouton QR, questions-réponses, dans lequel vous pouvez saisir vos questions au moment de l'exposé. Et je dirai vos questions au moment de l'échange qui suivra la présentation. Voilà, je laisse la parole à Pierre de Maru. Merci beaucoup, Aurélie. Je vais partager mon écran du coup, et tu me dis le feu vert pour je vais couper ma caméra comme j'avais dit. Voilà, C'est tout bon? c'est bon. Hop, Ok, je passe en grand écran. Écoute, merci beaucoup, oui, et puis je suis ravi effectivement de vous présenter le projet Piaf de Maru. Petit clin d'œil à Sauvage de Maru pour ceux qui connaissent mes versions oiseaux. C'est en fait une ressource qu'on teste depuis plusieurs années maintenant sur son principe, mais on a une nouvelle formule très interdisciplinaire qui a été instaurée à la rentrée 2022. Donc, on a l'avantage de tester cette longue séquence interdisciplinaire dans 19 établissements cette année, 56 classes, 1000 élèves. Donc, c'est très chouette. Et l'idée, c'est à la fois voilà, de bien s'amuser cette année. On a des très bons retours, mais aussi d'essayer de trouver des améliorations. Et on va essayer de prendre en considération tous les retours faits par les enseignants-testeurs pour en proposer une version plus aboutie l'année prochaine qu'on publiera sur notre site. On renouvellera un appel à projet pour ceux qui sont intéressés. Donc, si le projet vous parle, vous allez le découvrir maintenant. Vous pourrez aussi postuler pour l'appel à projet. Il y a une dizaine d'établissements qui sont choisis chaque année et à qui on donne une dotation financière en plus d'un suivi pour réaliser le projet. La plupart des collègues qui le font en sixième, mais on a aussi quelques classes de CM2, de cinquième et puis un lycée pro qui est sur le coup. Et on a un tutoriel qui permettra sur la plateforme La Main à la Pâte de prendre en main le projet pour ceux qui le souhaitent en dehors de ce cadre. Le projet, maintenant, je veux le présenter de manière un petit peu en survol, puis les collègues qui le font le décrivent mieux que moi, mais le but, c'est d'obtenir ce genre de photos, ce genre d'éléments. Donc, oui, ça peut être très chouette. La question, c'est comment en fait on arrive à ce type d'éléments, quel est le cheminement, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, en fait, les élèves reçoivent comme mission collective de faire l'inventaire des espèces d'oiseaux qui sont dans leur environnement proche. Évidemment, ça motive ce qu'on fait souvent, une sortie de terrain. Et l'idée, c'est de montrer aux élèves, de leur faire prendre conscience des limites naturelles de nos outils, de nos connaissances et de nos stratégies quand on veut faire l'inventaire des espèces. La question est très simple, mais en réalité, elle va
il va y avoir 1000 petits obstacles qui vont apparaître et que les élèves vont eux-mêmes comprendre et qui vont motiver ensuite toute une stratégie, tout un ensemble de stratégies pour acquérir des connaissances et développer des stratégies techniques pour dépasser ces obstacles. Alors, on va augmenter les connaissances naturalistes, bien sûr. Là, vous voyez une petite photo avec un qui est des oiseaux. Et puis, on va aussi mieux connaître notre environnement. Donc, on convoque la cartographie en géographie pour essayer d'apprendre à repositionner les milieux et les espèces quand on les croise. On va découvrir des textes, notamment des textes d'ornithologues. Et on va arriver à caractériser l'importance d'une observation objective, critériée, et des observations multiples. Et ce que évidemment on peut pas faire sur le terrain, c'est-à-dire rester très longtemps, et ben la technologie va pouvoir le faire pour nous. Et c'est en fait cet appareil photographique que vous voyez, en fait c'est un piège photographique qu'on installe dans la cour face à une mangeoire. Les oiseaux vont venir à la mangeoire attirés par la nourriture et vont être pris en photo automatiquement. Et ça va donner justement les photos que vous voyez tout à l'heure. Alors l'intérêt, c'est que cette photo, elle est à la fois jolie, elle révèle les espèces qui sont là, juste derrière dans la course, celles qu'on voit pas quand on tourne le dos, et en même temps, elles représentent évidemment des données que l'on va traiter en mathématiques et des données que l'on va utiliser pour répondre à la question de l'inventaire. Donc pour terminer cette présentation, voilà, je voulais vous résumer les objectifs qu'on poursuit avec cet objectif, avec ce projet. Évidemment, c'est augmenter le contact avec la nature proche. C'est développer le goût des élèves pour l'observation naturaliste. Et on voit des élèves qui se saisissent des jumelles et regardent un petit peu partout au fur et à mesure du projet. Ça fait bien plaisir. Évidemment, il y a un aspect émotionnel qui va motiver des considérations environnementales, mais on va aussi vouloir caractériser l'observation scientifique, l'observation objective, en comprendre les caractéristiques et faire le lien évidemment entre ce fonctionnement de la science et l'importance de répondre à des questions de société par des données fiables et solides. Voilà, je passe la main à Guillaume pour une présentation complémentaire du projet. Guillaume, ouais, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Donc, Guillaume Béino. Donc, hop, je vais partager mon écran également. Hop, normalement, vous devriez le voir. Ouais, c'est très bon. Donc, Guillaume Bénineau, donc enseignant SVT, donc actuellement au collège de Paul Langevin de Dechy, d'accord, donc dans le nord de la France, à côté de Douai. Alors, je voulais faire une petite slide sur finalement sur le contexte. Donc, c'est une zone qui est plutôt périurbaine, voilà, plutôt agricole, comme on peut le voir sur ces photos satellites. Ce qui est intéressant, c'est que avant de démarrer ce projet, donc j'essaie de questionner justement les élèves sur un peu sur leurs connaissances en termes d'oiseaux. Est-ce qu'ils vont régulièrement dehors? Et je me rends compte que bien entendu non, ils ne vont pas beaucoup dehors, ils n'observent pas beaucoup la nature et qu'ils ont une très faible connaissance des oiseaux qu'ils peuvent trouver autour de chez eux. Tout de suite, quand je leur demande quelques noms d'espèces, ils vont me sortir la perruche, le haras, le perroquet, etc. Bon, rien à voir avec les espèces qu'ils peuvent retrouver autour de chez eux. Donc moi, dans mon établissement, je mets en place ce projet avec l'ensemble de mes classes de sixième. Donc j'ai en charge 5 classes de sixième, donc ça fait 111 élèves. La particularité dans mon établissement, c'est que j'ai qu'une heure d'SVT par semaine. Bon, donc c'est peu, mais on peut quand même faire des choses. Moi, dans mon établissement, donc ce projet, donc comme Mathieu l'a dit, il est interdisciplinaire. Euh, donc je fais à peu près 7 heures en SVT. Ils ont 3 heures en techno, 2 heures en maths et donc du coup 1 heure en français. Donc je vais essayer de détailler un petit peu les différentes étapes, des étapes de ce projet. Euh, donc moi, la première séance, finalement, voilà, je leur demande, on va essayer de découvrir les oiseaux qui sont autour de nous. Pour essayer de les découvrir, faut peut-être d'abord déjà apprendre à les décrire. Donc on fait cet exercice-là, c'est-à-dire que à partir de planches anatomiques et à partir de photos d'espèces, les élèves doivent réussir donc du coup à faire une description assez brève qui leur permettrait justement de mettre en évidence certains critères d'observation des oiseaux. Alors chaque élève doit décrire une seule espèce.
D'accord? Donc, je leur dis, bah, vous êtes un peu le spécialiste de votre espèce. Alors, donc, c'est un travail qui marche plutôt bien. Moi, je leur demande de réussir à faire un petit dessin. Alors, bon, il y en a beaucoup qui ont des difficultés à se lancer dans cet exercice-là, mais finalement, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et je pense que le dessin, ça leur permet justement de aussi de mettre en évidence quelques points particuliers de chaque espèce. La mésange bleue, elle a un beau sourcil noir bien marqué. La grive musicienne, elle a des taches sur le ventre. Donc là, ça permet de leur mettre en évidence certains points caractéristiques de chaque oiseau et aussi d'utiliser du vocabulaire. Et alors ça, c'est vraiment très intéressant à remarquer, c'est-à-dire que donc moi je fais ça avant la sortie et donc quand on fait la sortie, là j'entends les élèves dire mais regarde non cette espèce-là regarde la couleur de sa calotte, mais non mais tu vois pas bien là il a ce sourcil de cette couleur c'est telle espèce, donc c'est vraiment quelque chose qui marche plutôt bien. Donc après cet exercice, bah voilà, on fait la sortie. Donc là, les élèves pensent être un peu spécialistes des oiseaux. Ils sont très excités. Donc là, Mathieu parlait des émotions, donc beaucoup d'excitation à aller dehors. Et là après, bah là c'est la désillusion, parce qu'on va dehors et on voit pas beaucoup d'oiseaux. Ils sont loin, on n'arrive pas à les reconnaître. Donc là, les élèves quand ils rentrent de classe, ils sont vraiment déçus. Euh, donc petit à petit, donc il y a différentes étapes et on arrive à finalement à mettre en évidence des difficultés et des solutions. Et donc la solution idéale, bah, c'est de poser des photos, un piège photographique qui va prendre des photos devant une mangeoire pour attirer les oiseaux. Et là après, bah, quand on arrive en classe, et bah, là encore une fois, les émotions, les élèves sont vraiment émerveillés par les oiseaux qu'ils peuvent observer dans leur établissement. Là, ils sont proches d'eux. Donc là, voilà, ces couleurs. Donc là, à partir de là, donc les élèves donc, doivent analyser les photos. Et donc moi, par exemple, cette année, donc j'ai posé la caméra pendant 2 semaines. Il y a 1236 photos qui ont été observées. Sur les 1236 photos, 691 oiseaux ont été observés. Et donc on a pu reconnaître donc voilà toutes ces espèces qui sont ici. Et donc ces données-là, ensuite, eh ben, je vais donner aux enseignants de mathématiques pour pouvoir justement représenter ces données. Donc là, c'est les professeurs de mathématiques m'ont donné ça hier. Donc, les professeurs de mathématiques travaillent avec les élèves justement sur ces données-là et du coup, sur la représentation des données. Et donc là, voilà des productions d'élèves qui permettent de bien visualiser quelles sont les proportions des élèves. Et donc, cette année, on a vu énormément de pinsons des arbres sur les mangeoires. Donc, le temps de parole est écoulé de mon côté. Donc, normalement, c'est au tour de Léa. Donc, Léa, je te laisse prendre la parole. Ok, très bien. Bah, bonjour, je suis désolée, j'allumerai juste pas ma caméra parce que la connexion n'est pas très bonne. Je vais partager mon écran. Hop. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, je suis Léa Chabot. Moi, je suis professeure en Seine-Saint-Denis, donc au collège Didier Dora, qui se situe au Bourget. Donc, c'est une ville qui est très urbaine, qui est construite en fait le long d'une nationale et qui par contre a vol d'oiseaux, pas actuellement à pied, est proche du parc de la Courneuve, qui est un parc assez grand, donc qui se situe en Seine-Saint-Denis. Donc nous, en fait, nous avons participé à ce projet uniquement avec mon collègue de SVT. On est 2 professeurs au collège et on le fait dans le cadre de l'EIST, ce qui fait que contrairement à mon collègue, on a 4 heures de sciences avec les élèves. Et ce qu'on fait, c'est que par semaine, on fait 2 heures de projet Piaf de ma rue. Et donc, moi, je vais plutôt axer sur le début des étapes et sur comment est-ce que celles-ci ont été perçues par les élèves. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé donc, par la sortie qui a été expliquée précédemment. Et ce qu'on peut voir, c'est que lors de la sortie, qui, elle, n'avait pas été préparée dans notre cas, en fait, les élèves, quand ils sont sur le terrain, au début, en fait, ils ont des attitudes qui ne permettent pas du tout l'observation des oiseaux parce qu'ils sont contents d'être dehors et ils courent un peu partout. Et en fait, assez vite, on les voit d'eux-mêmes s'organiser. On a souvent quelques élèves qui prennent en fait qui prennent le lead des groupes et qui décident d'organiser la classe et d'expliquer comment est-ce qu'on peut se placer, quelle attitude il faut adopter pour observer les oiseaux. Et ça se fait très rapidement. Et donc, on voit que dès le départ, ils acquièrent en fait des compétences d'observation par eux-mêmes.
Effectivement, en retour de classe, ils sont frustrés car le temps d'observation leur paraît court. Ils se rendent compte qu'il y a différents espaces du collège dans lesquels il faudrait rester plus longtemps pour observer les oiseaux. Ils se rendent compte que c'est difficile d'être proche des oiseaux et donc de les reconnaître. Et les seuls qu'ils arrivent à identifier, en fait, c'est ceux qui le voient tous les jours. Par contre, suite à cette sortie, on a quasiment le lendemain directement des retours des élèves qu'ils ont fait en fait à la maison. On a plusieurs élèves qui sont venus nous voir en salle de SVT pour nous expliquer qu'en fait, ils avaient vu des oiseaux chez eux, à quoi ils ressemblaient. Et on a aussi des élèves qui se sont mis à construire des tableaux, parce que même s'ils n'avaient pas le nom de l'oiseau, ils ont essayé de trouver des caractères pour les différencier entre eux et dire où est-ce qu'ils les avaient trouvés, donc comme vous pouvez le voir sur la slide. Et on a aussi une élève qui, elle, a décidé, en fait, à partir d'une de ces photos, de faire une recherche inversée via Google Images pour trouver le nom de son oiseau. Et en fait, sa photo n'était pas du tout de bonne qualité et elle était... et en fait, elle a trouvé un nom d'oiseau, mais par contre, elle était certaine que c'était cet oiseau-là qu'elle avait vu, puisque elle nous a expliqué que pour elle, Google, ça ne pouvait pas se tromper. Et c'est là où, en fait, le projet est hyper intéressant, parce que cette étape-là, elle ne fait pas partie du pack du projet Piaf de Maru, mais donc, avec mon collègue, on a décidé de rajouter une séance où on a essayé de tester avec les élèves la fiabilité, justement, de Google pour retrouver le nom de certains oiseaux en les piégeant. Et donc, ça leur a permis de se rendre compte que, en fait, Google, ce n'est pas une source sûre et qu'il il fallait d'autres moyens pour réussir à reconnaître les oiseaux. Donc, on voit qu'on a vraiment la création d'une curiosité qui permet même aux professeurs, en fait, de réagir directement et de proposer des séances adaptées, en fait, aux questions dont se posent les élèves. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est quelque chose qu'on a pu pratiquer, en fait, en co-animation. Donc, nous, on a plusieurs groupes donc, de 6e qui travaillent sur le projet. Et donc, la partie de construction du piège photo, on a séparé ça avec mon collègue selon plusieurs groupes. Donc, on a des groupes qui ont travaillé sur l'imagination d'un piège photo. Ça leur a permis, en fait, d'identifier les fonctions d'usage, d'estime et de technique auxquelles devait répondre le piège en créant des publicités qu'ils ont présentées, en fait, à notre chef d'établissement et qui a participé du coup au projet puisqu'il a choisi le piège qu'il préférait. On a des élèves qui ont construit la mangeoire avec notre agent d'entretien. Et en fait, les groupes, après, on a certains élèves qui ont programmé le piège et qui ont choisi où mettre le piège. Et après, les différents groupes se sont présentés ce qu'ils ont fait. Et donc, ça crée vraiment une cohésion au sein des 6e et au sein de l'établissement autour de ce projet. Et je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 4 minutes 30. Voilà. Très bien, bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, il va y avoir un petit changement de programme parce que notre troisième porteur de projet ne pourra pas se connecter. Donc, nous allons avoir le temps de poser quelques questions et prendre le temps de découvrir ensemble le projet de Grégoire Panier. Voilà. Alors, nous avons eu 2 questions pour le moment. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans questions-réponses. Alors, vous dites travailler l'interdisciplinarité avec les mathématiques. Vous n'avez pas mentionné la technologie qui jusqu'à présent faisait partie des programmes de sciences et techno. On a vu des mangeoires. Donc voilà, il y avait une question là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres interdisciplinarités à part les mathématiques et un peu peut-être d'autres? Dites-nous. Mathieu, tu voulais y répondre ou... Vas-y. Ouais, du coup, en effet, c'est vrai que j'ai pas précisé pendant ma présentation. Donc, de mon côté, au collège, donc les enseignants de techno s'occupent finalement du fonctionnement d'une caméra avec détecteur de mouvement. D'accord? Donc, voilà, comment fonctionne ce genre de caméra. Et ensuite, en effet, ils ont 2 séances pour réfléchir à un cahier des charges sur voilà les contraintes de la construction d'une mangeoire. La première année, moi, de mon côté, ils avaient construit des mangeoires qu'ils avaient fixées sur des branches. Sauf que quand on met une mangeoire qui est fixée sur une branche devant une caméra avec détecteur de mouvement, dès qu'il y a un petit peu de vent, la caméra prend une photo. Et donc, on avait pris, par exemple, 3000 photos en même pas 24 heures. Donc, ça saturait la mémoire. Et donc, la 2e année, on avait convenu qu'il fallait fixer la mangeoire sur un grillage. Et donc là, voilà, 2e contrainte. Mais en effet, les enseignants de techno s'occupent de cette partie-là.
Oui, juste pour compléter dans le projet, effectivement, dans les séquences qu'on a proposées, évidemment, après chaque prof s'empare du projet et le décline à sa façon. Mais on a prévu effectivement des séances dédiées à la démarche techno. Donc, il y a vraiment même un jeu autour des contraintes. L'idée, c'est de repartir de la sortie pour se dire finalement, listons les contraintes. Quand on a vu qu'il fallait rester longtemps, qu'il fallait être discret, qu'il fallait tenir à la météo, etc. Qu'est-ce qui peut le faire? Donc, il y a vraiment un jeu autour de trouver le dispositif par eux-mêmes. Les élèves le trouvent par eux-mêmes. Et les profs qui le souhaitent peuvent aller plus loin en faisant construire une partie du dispositif, notamment la mangeoire, ou en modifiant une mangeoire déjà faite. Donc, effectivement, il y a un gros volet techno qui est très présent dans le projet. Et on l'a pas développé, mais il y a un côté géographie, je l'ai à peine mentionné. Il y a un côté beaucoup de travail autour du français et de la description subjective versus objective des oiseaux. Il y a des collègues qui font intervenir des collègues d'art plastique, de musique. Donc voilà, bon, évidemment, la SVT est au centre du projet, mais vraiment, on arrive à convoquer beaucoup de disciplines avec ce projet. On a parlé des maths, mais c'est vraiment pas la seule discipline qu'on invite. Très bien. Merci beaucoup. Nous avons une autre question sur le budget. Alors, comment ça se passe si on veut se lancer dans ce projet? C'est vrai que je voulais le préciser dans ma présentation. Donc, moi, j'ai une dotation, et donc cette dotation est d'une valeur de 500 euros. Donc qui est très confortable quand même quand on est en collège. Donc moi, cette dotation, elle m'a permis d'acheter une caméra à peu près environ 200 euros à peu près, un ensemble de manuels pour apprendre à reconnaître les espèces qui sont autour de nous. Moi, j'ai acheté ça sur le site de la LPO, des sacs de graines. Voilà, on peut aussi acheter des mangeoires, hein, bien entendu, si par exemple l'enseignant de techno n'est pas motivé pour se lancer dans cette aventure-là. Ce que je voulais préciser, c'est que Mathieu, il a été très humble avec ça. C'est que finalement, il a quand même conçu un ensemble de ressources. Donc, c'est vraiment des supports qui sont très confortables. Et c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans ce projet-là parce que c'est très détaillé. Et comme il l'a dit, il nous laisse une liberté. Finalement, on se rend compte que voilà, on est 10 établissements ou un petit peu plus à participer à ce projet. Et finalement, aucun établissement fait de la même manière, même si forcément, il y a des démarches qui peuvent être forcément dans l'ordre. C'est-à-dire que on va pas commencer à analyser les données avant d'avoir les images, mais on fait tous un petit peu à notre façon. Et bon, c'est très enrichissant d'ailleurs de voir comment les autres établissements font. Donc la dotation est 500 euros de notre côté et très confortable. Ok, parfait. Alors, on a aussi plusieurs questions autour de partenariats possibles. Donc, tu as mentionné la LPO. Est-ce que, voilà, la LPO fait partie de ce projet? Et on nous parle aussi est-ce qu'on aurait pensé à faire venir des dessinateurs naturalistes pour aider les élèves justement à dessiner? Voilà, est-ce que c'est une idée de partenaire? Juste pour préciser là, cette réponse, évidemment, nous, à la Fondation, notre objectif, c'est de mettre en place des ressources pédagogiques qui sont testées en classe et relues par des scientifiques. Donc, on arrive avec un objet pédagogique. Et en plus, effectivement, pour les collèges qui se lancent dans l'appel à projet, une dotation financière et un soutien plus proche. Mais encore une fois, chaque établissement va décliner le projet à sa façon. Et s'il veut contacter la LPO pour avoir un support, par exemple, pour ornithologue, c'est possible, sachant que vraiment, si vous connaissez rien aux oiseaux, vous êtes absolument les bienvenus, puisque le but du jeu, c'est justement de montrer aux élèves, de partir avec eux, de montrer qu'évidemment, c'est pas si facile que ça de les observer. Et progressivement, il y a des collègues qui connaissaient pas grand-chose aux oiseaux qui vont développer ces compétences. Donc, les partenaires sont facultatifs et optionnels en fonction des goûts de chacun. Et pour juste revenir sur cette idée du dessin naturaliste, je l'ai pas dit, mais on a aussi une séance dédiée à ça. On est allé interviewer une naturaliste illustratrice scientifique anglaise qui a découvert une nouvelle espèce de nénuphar. Et du coup, on a fait une petite BD autour de ça. Et l'idée, c'est aussi de présenter aux élèves cet aspect d'observation naturaliste versus artistique. Sous différents angles, la photo, bien sûr, qui est au centre du projet, le texte, j'en ai parlé brièvement, on leur fait lire des textes en français, des contes, mais aussi des textes scientifiques pour qu'ils comprennent la différence, et en art aussi, pour qu'ils comprennent l'effort naturaliste. Donc, les gens qui voudraient le faire librement pourraient convoquer ce type de partenaire. Nous, on l'a mis au travers du projet via cette petite BD qui présente cette naturaliste anglaise qui travaille pour Londres.
Très bien. On a deux questions qui tournent autour plutôt de l'organisation, vraiment. Comment vous faites si vous avez une classe à gros effectifs? Est-ce que vous sortez avec tout le monde? Voilà. Et est-ce qu'il y a, puisque Mathieu, tu as mentionné qu'il y avait plusieurs établissements hein, qui avaient ce projet, est-ce qu'il y a un moment d'échange de travail entre établissements qui est prévu? Bien pour la réponse de la gestion des grands effectifs. Guillaume, tu sors en classe entière? Ah oui, pardon, Voilà, ou oui. Léa? Ouais, vas-y, bah, Léa, vas-y. Je sais pas si Léa nous entend, vas-y Guillaume. Ouais. Alors du coup, alors moi, donc, comme je suis en collège REP, hein, mes classes elles sont à 21 grand maximum. Et j'ai la chance des fois d'avoir une semaine sur deux des groupes. Donc en fait, finalement, je fais les sorties. C'est plus par rapport à l'emploi du temps. Donc des fois, je vais faire sortie en classe entière, des fois, je vais faire en groupe. Forcément, quand on est en groupe, c'est plus facile à mettre en place. Mais voilà, à 20 élèves, ça se fait tout à fait. Justement, dans la dotation, j'ai oublié de préciser, j'ai acheté aussi des paires de jumelles. Alors, on peut pas acheter 20 paires de jumelles parce qu'on dépasse largement les 500 euros. Mais bon, petit à petit, donc Mathieu, comme l'a dit, en fait, c'est un projet qui a déjà été mis en place les années précédentes, mais sous une autre forme. Donc moi, j'avais déjà acheté aussi des paires de jumelles. Donc petit à petit, je commence à avoir un gros stock. Mais donc voilà, je pense que Léa elle le disait, c'est que finalement très rapidement les élèves vont se mettre en groupe. Donc voilà, en classe entière, moi je pense que c'est tout à fait gérable, hein. Justement, c'est pour revenir sur cette frustration, comme disait Léa, quand on va dehors, si cette sortie, faut la préparer. C'est-à-dire que on peut pas se dire allez aux élèves, allez on va dehors, on va observer les oiseaux, c'est pas possible. Parce que si on fait ça, on connaît nos élèves, ils vont courir partout et voilà, ça va être déjà qu'on va pas observer beaucoup d'oiseaux, même si on respecte des bonnes consignes, sans consignes, ça devient très difficile. Donc cette sortie, elle est préparée. D'accord? Donc il y a une séance où on va préparer justement, faire réfléchir aux élèves. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller juste sortir comme ça? Est-ce qu'il faut des outils? Voilà, très rapidement, les élèves savent très bien que si on s'approche des oiseaux, ils ont peur de nous. Donc il va falloir les observer de loin, mais si on les observe de loin, on va pas bien les voir, etc. Donc voilà, cette séance-là, qui dure moi de mon côté facilement une demi-heure, où on va justement réfléchir euh, aux méthodes d'observation. Et je pense qu'elle est très importante. Notamment aussi pour la démarche scientifique, hein, c'est-à-dire que bah voilà, si on va dehors et qu'on prend pas de notes, voilà, est-ce qu'on va réussir à se souvenir de tout? Enfin, bref, cette séance, elle est ouais, très importante. Très bien. Et je réponds vite fait à la question. Ouais, Voilà. juste Aurélie, ben, du coup, c'est difficile de coordonner tous les établissements, mais on a un temps d'échange au démarrage pour justement présenter le projet, les ressources, accompagner la mise en place. Et ensuite, on aura un petit concours photo pour restituer et créer un temps de partage final. Donc, c'est des petits moments au début, en fin d'année, pour les échanges entre établissements. Après, il y a des établissements qui, localement, sont très proches les uns des autres et qui se mettent à spontanément échanger et partager des informations. Donc, voilà, nous, on essaie de créer des conditions de collaboration et après, bon, ça reste ponctuel, c'est pas évident de trouver le temps, mais on essaie quand même de faire du bien dans ce petit réseau. Oui, bien sûr. Bah, notamment du prêt de matériel aussi, qui pourrait être possible si deux établissements sont assez proches. On l'a fait, les caméras, on les prête Voilà. ponctuellement pour des gens qui effectivement en ont besoin. Et dernière question, est-ce que c'est un projet qui peut se mettre en place aussi quand on est en centre-ville? Oui, Guillaume, tu nous dis oui. Ouais, je crois que Oui, Léa j'avais. avait, Léa, Je Léa. peux répondre, je Léa, pense, vas-y, parce ouais. que ouais, nous, on est vraiment, enfin, je veux dire, il y a 3 arbres autour du collège, hein. Enfin, le parc de la Courneuve, en vrai, on le voit pas depuis le collège. C'est très, très, très urbain. Et en fait, bah, là, on a posé le piège photo. On a réussi à récupérer certaines photos. J'avoue qu'on était un peu déçus avec mon collègue. On l'a remis différemment parce que c'est la première année où on fait le projet. Et par contre, on est certain qu'on va avoir plus d'oiseaux que ce qu'on a pris en photo la première fois, parce que on voit quand même, même nous, même nous, ça nous force en tant que professeur à plus regarder en fait les oiseaux du collège. On s'en rend pas compte, mais on fait plus attention. Et on sait qu'il y en a d'autres. Et donc, pour moi, en tout cas, en zone urbaine, ça fonctionne. Et quand bien même il n'y aurait pas autant d'aussi beaux résultats que Guillaume, c'est toujours traitable et c'est toujours de
diversité qui est autour des élèves et que eux n'observent pas. Donc pour moi, vraiment, ça va marcher. Enfin, je pense vraiment que ça peut marcher. Très bien. Voilà, Merci. je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais moi, je suis convaincue en tout cas. Oui, oui, faire découvrir aux élèves qu'en ville, il n'y a pas que des pigeons, ça peut être intéressant. Merci beaucoup pour ce beau projet. On va passer la parole à Grégoire qui va nous parler de ces insectes. On se retrouve après pour les questions. N'hésitez pas pendant l'exposé à poser des questions, puisque Grégoire va présenter seul cette fois-ci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais partager avec vous un projet qu'on a mis en place au collège avec des classes de quatrième et qui part finalement un peu comme ce que les collègues expliquaient sur les oiseaux, de ce qui nous entoure, puisqu'on va partir de données, enfin d'observations locales. Pardon, je suis allé trop vite. Dans le paysage autour de nous, où on voit des environnements forestiers qui semblent perturbés avec des coupes rases, et aussi des activités locales. Donc là, par exemple, la photo en bas à gauche, c'est un parc d'attractions d'Acrobranche qui a subi lui aussi de grandes modifications. Donc voilà, on part de ces observations-là, finalement, pour aborder ce qu'on peut considérer comme de la biodiversité ordinaire, celle qui nous entoure. Et si on cherche un petit peu pourquoi on arrive à ces modifications de paysage, on arrive finalement à parler du scolite, donc le scolite typographe, puisque finalement, tous ces dégâts sont provoqués par cet insecte phytophage et dont le cycle de vie, notamment sa reproduction, se passe sous l'écorce des épicéas. C'est un insecte qui est présent naturellement dans les forêts, donc en phase endémique, mais qui, par certains moments, à cause de certaines variables, peut passer en phase plutôt épidémique, où là, les dégâts qui vont être, qu'on observe sont de plus en plus importants. Donc, le schéma que vous avez sur la droite ici représente, alors c'est issu d'une publication scientifique, l'ensemble des relations et des paramètres qui peuvent intervenir dans ce système. Et donc, l'idée, nous, c'est de partir de ça pour travailler avec les élèves, pour développer des connaissances sur la science, notamment en ce qui concerne la modélisation, c'est-à-dire ce qu'est un modèle, comment on le construit, à quoi il peut servir. Donc, pour ça, on va se baser sur des connaissances qu'on a déjà abordées au cours du cycle 4. Donc là, j'en ai listé quelques-unes. Par exemple, le rôle des vaisseaux conducteurs chez les plantes, les relations interspécifiques, la reproduction animale, etc. Et l'idée, c'est d'arriver à la fin de cette séquence à faire appréhender aux élèves du coup ce qu'est modélisé, comprendre ce qu'est un modèle scientifique, les fonctions du modèle, mais aussi les liens de causalité, et montrer qu'un même effet peut avoir plusieurs causes. Alors pour ça, le travail se décline, enfin, il y a plusieurs étapes. La première, déjà, ça va être de construire un modèle pour essayer de comprendre le phénomène. Alors pour ça, on met à disposition des élèves différents types de cartes. Donc on a à gauche les cartes paramètres. Donc on a quelques paramètres du système que je vous ai montré avant qui ont été sélectionnés parce que c'est celles qui sont les plus facilement utilisables avec les élèves. Et sur chacune des cartes, on a soit un curseur, voilà, par exemple ici sur la résistance de la population d'épicéas, ou ce que j'appelle des sélecteurs, c'est-à-dire soit des choix oui-non, sur lesquels on va placer, enfin vous le verrez tout à l'heure, des cubes en bois ou des jetons, ce que vous voulez, pour affecter une valeur, on va dire, aux paramètres. Ensuite, pour relier ces différents paramètres, on met à disposition des cartes relations. Et ces cartes relations, bon, c'est toute la même, elle est générique, et ça va compléter par l'élève avec ici un nom de paramètre, un qualificatif pour donner un peu sa valeur, le nom du second paramètre, et là, la relation mathématique qui fait le lien entre les deux paramètres qui sont reliés. Pour arriver à faire ces relations, les élèves ont à disposition des cartes de données scientifiques, alors qui reprennent au moins en partie des connaissances qu'on a pu déjà avoir vues avant au cours du cycle 4. Donc voilà, donc l'idée, c'est de construire, de mettre en relation les paramètres. Donc là, je vous ai mis un exemple ici où on a donc les 3 cartes paramètres tempête, température moyenne annuelle, taux de reproduction des scolites, avec des cartes ici relations qui sont complétées où voilà, on établit une relation en essayant de la rendre mathématique. Alors ça reste très simple puisque finalement, quand ça diminue, on divise par 2. Si ça reste stable, on n'y touche pas. Et si le paramètre précédent et quand ça augmente, on multiplie par 2. Et là, on avait quelques photos prises en classe l'année dernière, où voilà, on voit les élèves qui essayent de relier avec les flèches là les différents paramètres et d'y affecter une relation mathématique.
Donc, une fois que le modèle élève est construit, l'étape suivante, c'est de le tester, ce modèle. Alors, pour ça, on met un autre type de carte à disposition. C'est ce que j'ai appelé les cartes observation, où sur chacune d'elles, donc, on va avoir l'année. On va avoir plusieurs types de données. Alors, des températures moyennes annuelles, donc j'ai établi ça à partir des données météo à disposition. Est-ce qu'il y a eu des épisodes de sécheresse les années précédentes? Je crois que j'ai pris sur une période de 5 ans avant maximum. Pareil pour les événements de tempête. Et enfin, d'après les résultats du département de la santé des forêts, est-ce que la population d'épicéa était très, très touchée ou pas par les scolytes? Donc, ces cartes-là, qui sont des données d'observation réelles, vont permettre de rentrer les données dans le modèle. Donc, c'est celle que j'ai mis en orange ici. Et à la fin, donc, de faire la simulation avec le modèle construit par les élèves et d'arriver à un résultat qu'on va pouvoir comparer au résultat qui a été observé par rapport à l'année de la carte utilisée. Donc, l'idée d'avoir plusieurs cartes, c'est pour pouvoir tester, faire plusieurs simulations pour tester, et à la fin d'estimer si, en confrontant le modèle construit aux données de la réalité, le modèle est fiable, robuste, ou s'il faut en changer ou le modifier. Donc ça, c'est l'étape 2. Une fois qu'on arrive à un modèle qui peut être considéré comme robuste, l'idée, c'est de l'utiliser pour essayer de voir un petit peu par rapport à la question initiale qui était de savoir ces phénomènes de scolytes, là, est-ce que, vu qu'il y a des impacts sur les activités humaines, sur la filière bois, le tourisme, est-ce que ça va avoir tendance à régresser, à augmenter, etc. On va utiliser le modèle pour essayer d'apporter une réponse. Donc là, on a un exemple de correction de modèle avec tous les paramètres qui sont reliés. Avec ici donc les paramètres climatiques. Donc voilà, on remobilise du coup des connaissances que les élèves ont déjà abordées en lien avec le changement climatique, notamment l'augmentation de la température moyenne, l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes, sécheresse, tempête, parce que c'est ce qui nous intéresse ici par rapport au modèle qu'on a construit. Donc voilà, donc à eux du coup de placer les sélecteurs et les curseurs, de lancer la simulation en déplaçant finalement les curseurs sur les cartes intermédiaires et à la fin d'avoir une estimation de l'état de la population d'épicéa scolytés. Et du coup, ça peut arriver à permettre de dire que le phénomène, effectivement, il risque de ne pas diminuer, au contraire, même d'augmenter au regard des connaissances qu'on a à la fois dans les sciences du climat et le modèle qu'on a réussi à construire. Donc, une fois cette étape 3 terminée, une étape, la dernière, alors, qui est me semble-t-il, importante, finalement, c'est de revenir un peu sur tout ce qui a été fait en termes de démarche, de construction de modèles, etc. Finalement, pour faire expliciter ce qu'est un modèle et aussi du coup ce qu'il n'est pas. Donc pour ça, il y a 4 points. C'est faire expliciter les étapes de la construction. Ça permet de montrer que finalement, un modèle, c'est pas que des idées, enfin, c'est pas des idées, c'est des mises en relation de données qu'on a scientifiques, que c'est confronté à la réalité. Ensuite, le deuxième point, c'est les différentes fonctions, puisqu'on l'a déjà, nous, construit pour comprendre un phénomène, puis après, on l'a utilisé pour prédire. Donc, on arrive bien sur les différentes fonctions d'un modèle scientifique. Faire identifier les limites. Si je leur propose l'image que je vous ai montrée au tout début, avec tous les liens sur lesquels les scientifiques travaillent actuellement, on voit que nous, on n'a qu'une partie de tout ça, donc on est bien juste sur une représentation partielle. Et derrière ça, montrer que plus on va prendre de paramètres en considération, plus le modèle pourra être précis. Et enfin, le transfert en leur faisant proposer d'autres cas de la vie qui se connaissent, où il y a des modèles scientifiques qui auraient pu être construits selon les mêmes principes. Donc voilà. Alors après, les autres pistes, comment faire évoluer cette séquence-là, il y a d'autres paramètres à intégrer, c'est ce que je disais. Alors, par exemple, les méthodes de lutte, être plus peut-être sur les relations avec les prédateurs, les parasites, etc. On peut aussi imaginer, alors j'ai commencé à essayer de la faire une version numérique, alors par exemple avec le logiciel et du modèle de Philippe Consentino, on pourrait avoir cette version numérique, alors peut-être pas pour du cycle 4, peut-être plus pour des élèves plus âgés. Et ensuite, on peut mettre en place pas mal de différenciations, puisqu'on peut déjà proposer des modèles plus ou moins construits, par exemple avec les paramètres déjà placés et les faire juste travailler sur les relations des paramètres, ou alors proposer des cartes scientifiques plus complexes, moins complexes. Voilà, il y a différentes façons d'amener à la différenciation. Donc voilà, moi j'en ai fini. Voilà. Merci Grégoire pour ce De rien. très beau projet. Alors, que je trouve moi ambitieux, hein. Tu le fais avec des élèves de cycle 4.
Ouais, alors de quatrième et plutôt en fin de quatrième, puisque on a besoin quand même de pas mal de données et, ouais, et notamment dans l'évolution par rapport à la première fois où je l'ai fait, c'est que maintenant j'essaye en amont de ce travail-là de disséminer entre guillemets les différentes données qu'on va devoir utiliser par exemple sur euh, par exemple sur la reproduction animale, j'utilise les exemples avec le scolite pour montrer l'effet de la température, par exemple, sur la durée de développement, etc., pour qu'après, ce soit remobilisé et gagner du temps quand je travaille cette partie-là sur la modélisation. Très bien. Comment tu le mets en place? On les voit travailler en petits groupes. Oui, alors ils sont en groupe. Nous, c'est pareil, on est en REM, donc on a la chance d'avoir des effectifs qui sont en quatrième à 24, 25, et d'avoir des tables modulables, donc on peut les regrouper par quatre pour faire ce travail-là. Très bien. Est-ce que depuis que tu le mets en place, tu as vu des bénéfices sur les apprentissages ou sur la compréhension peut-être du monde qui les entoure? Qu'est-ce que tu dirais côté bénéfices? Alors, ce que je perçois, après, je ne l'ai pas mesuré, donc voilà, ça reste que de la perception, voilà, mais le ressenti des élèves que ben, finalement, les prédictions, c'est pas juste des idées. Enfin, voilà, on voit dans le relationnel, ah oui, c'est dur quand même à faire un modèle, ça, enfin, parce que l'activité est pas simple. Et voilà, ils se rendent compte que c'est quelque chose de complexe et que ben, les résultats qu'on en donne, les prédictions qu'on en donne, elles sont pas basées sur rien, que c'est pas juste des idées en fait. Et c'est ce qui est intéressant sur la nature de la science, je pense, qui peut être transmis à travers cette activité-là. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer dans ce projet? Dis-nous. Plein, sûrement. Sûrement plein. Après, ouais, il pourrait être, il y a plein de choses qui pourraient être ajoutées déjà, mais après améliorer, oui, peut-être dans la conduite sur le- comment dire, sur les documents mis à disposition, enfin tout ce qui est données scientifiques de départ. Peut-être mieux, moi je pense qu'il faut que j'articule mieux ça sur le avant pour vraiment qu'il soit focus au moment de l'activité. Enfin, bon, il y a plusieurs heures hein, quand même après de travail de la part des élèves, mais qu'il soit vraiment sur la construction du modèle. C'est-à-dire, voilà, c'est sûrement ça à améliorer, qu'ils arrivent avec les connaissances et après qu'on soit vraiment plus focus sur les relations entre les connaissances pour construire le modèle. Je sais Oui, pas si j'étais très clair dans ce que oui, je voulais dire. d'accord. Parce que du coup, c'est un projet qui s'étale sur combien de temps en classe? Alors, il y a eu plusieurs versions. La première fois, ça a pris beaucoup de temps, trop de temps, parce qu'il y avait, voilà, il y avait des cartes scientifiques à découvrir, etc. C'est pour ça que j'ai essayé de déporter avant. Et maintenant, la partie vraiment modèle, construction, etc., il y en a pour 3 heures. Enfin, moi, j'essaie de le faire en 3 heures. D'accord. Donc sur 2 à 3 semaines, en gros. Hein. Alors, pareil, j'ai des créneaux de 2 heures une semaine et la semaine d'après, c'est 1 heure. Donc, il y a la séance de 2 heures, on construit, voilà. Et après, la dernière, on est plus sur vraiment les dernières, enfin, les simulations pour prédire et euh, la métacognition, entre guillemets, où on vient dessus, on essaye de voir un peu ce que ça nous a montré. Très bien. Alors, c'est vrai que tout ce qui est… en fait, on pourrait presque apparenter ton modèle à un jeu pédagogique, hein, puisqu'il y a des cartes, il y a des règles, c'est pour construire quelque chose. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de le mettre en place parce que ça va faire un peu du bruit dans ta classe et tout ça. Bon, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans une activité comme ça? Alors, je sais pas si c'est un jeu. Enfin, ouais, alors oui, on retrouve le même matériel, effectivement. On peut sûrement ça répond aussi d'ailleurs à ta question peut-être avant. On peut peut-être aussi le rendre plus ludique d'une certaine façon. Après, moi, je l'ai pas abordé comme ça. Je l'ai pas construit comme ça. Mais après, mais je pense que c'est comme tout. C'est bon, il faut essayer et puis surtout bien essayer de se mettre avant nous des indicateurs, de dire tiens, qu'est-ce qui va pouvoir me voir si ça fonctionne pas, ce que les élèves en retiennent, etc. Et puis Oui, voilà, et puis être peut-être déjà modeste au départ sur l'ensemble des données, peut-être en mettre moins, peut-être voilà, mais parce que ce qui compte en soi, c'est pas d'avoir le modèle, je pense, en tout cas le plus scientifique possible par rapport au sujet, mais c'est d'être vraiment dans la construction. C'est-à-dire que par exemple, dans certains cas, quand je vois que des groupes d'élèves ont vraiment prennent beaucoup de temps pour arriver à quelque chose, je leur donne des modèles déjà semi-construits, voilà, pour qu'après ils viennent compléter. Mais l'idée, c'est qu'ils comprennent comment on arrive à construire. C'est pas forcément le résultat de la construction.
Oui, tout à fait. Et du coup, on a justement des questions là sur le fait que les emplois du temps de collège qui nous obligent à arrêter des activités et à hacher, quand même, ça, c'est pas trop un frein de devoir reprendre une activité qui s'est arrêtée en cours de route. Alors, bah, enfin, après, voilà, quand on n'a pas le choix, on essaie d'anticiper, mais après, je pense que, bon, pareil, j'en ai déjà parlé avec mes collègues de maths, mais on pourrait très bien imaginer se dire, on fait une demi-journée, il y a le Oui, prof de maths qui est là aussi, parce que là encore, il y a de la mathématique, enfin, il y a des mathématiques derrière. Alors, elles restent très simples, mais voilà, on peut toujours, voilà, et on pourrait éventuellement essayer de faire ça sur un créneau de 3 heures avec l'objectif, le défi sur 3 heures, c'est d'arriver à quelque chose. Voilà, oui, c'est de faire un bloc comme ça. tout à fait. Parmi les collègues, est-ce qu'il y en a qui veulent poser quelques questions? Il nous reste 3 minutes, 3, 4 minutes. Ben, ouais, Grégoire, ouais, bravo pour ton projet. Est-ce que tu arrives du coup ensuite à faire du lien avec d'autres parties du programme où on utilise des modèles aussi et tu as l'impression que du coup bah, les élèves ils comprennent mieux peut-être des parties sur le changement climatique ou la géologie, genre ça. Bah, c'est surtout celle-là, c'est surtout la partie avec le changement climatique. Alors, on est obligé, nous, de le traiter par rapport à ça, de le traiter un peu avant pour avoir les données et, voilà, et pouvoir utiliser dans le modèle. Mais ça fait, en tout cas, ça refait écho à ce qu'on a vu sur ça. Et après, effectivement, quand on parle de projection sur le climat, voilà, il y a cet exemple-là qui a déjà été construit. Donc, a priori, on va peut-être pas dire maîtrisé, mais au moins appréhendé de la part des élèves. Et je pense que ça facilite ça derrière, ouais. Et au niveau de la trace écrite, très concrètement, comment tu transformes ça après? Mais quand tu parlais des choses à améliorer, je pense qu'il y a ça aussi. Voilà, c'est toujours enfin, pas le problème, mais bon, déjà le modèle construit, parce qu'on arrive vite finalement à un même modèle construit par les différents groupes d'élèves qui arrivent au bout. Donc voilà, il y a déjà ce modèle-là. Et après, la trace écrite, c'est en partie, parce que je montrais sur la dernière diapo, c'est voilà, elle est plus sur qu'est-ce qu'un modèle que sur ah oui, les scolites, voilà, non, on est plus là-dessus, quoi plus là-dessus. Ouais, l'objectif, vraiment, l'intention derrière, c'est vraiment ça, c'est de la connaissance sur le fonctionnement de la science, sur Ouais. ce qui est modèle, modélisation. Et du coup, tu as un Je crois, partenaire? ouais. Pardon. Non, mais je trouve ça c'est intéressant et ça peut, nous on le fait pour le projet sur l'aspect critique, toutes ces choses qui sont effectivement plus transversales, ça peut finir au fond de la classe sur la forme d'un poster ou d'un panneau et qui nous permet ensuite ben, on peut le reconvoquer plein de fois quand on le retrouve plus tard dans une partie du programme, que ce soit la construction du protocole, que ce soit la modélisation, enfin finalement ça peut effectivement être un petit peu à part sous d'autres formats que celui dont on a l'habitude parce que c'est pas des pures connaissances, mais c'est des connaissances sur le fonctionnement de la science et ça peut permettre effectivement aux élèves de se construire une culture de qu'est-ce que la science et pourquoi faire confiance en la science. Et ça rejoint pas mal aussi des aspects qu'on met en avant dans le projet Piaf de Maru. Donc effectivement, ça demande des stratégies pour l'enseignant, mais ça peut vraiment nourrir la culture scientifique des élèves et forger leur esprit critique. Je trouve que c'est très intéressant. Tout à Ouais, fait. pardon, et après, enfin, pour être tout à fait honnête, c'est un investissement de temps. C'est-à-dire que c'est vrai que par rapport au programme, par la liste de connaissances qu'on a à transmettre, bon, faut trouver, bon, c'est tout. On fait le choix à d'autres moments d'être peut-être un peu plus, enfin, des démarches peut-être moins développées, mais voilà, Tout à fait. comme tu disais, la nature de la science chez les élèves, ça fait partie aussi finalement du socle avec lequel ils doivent repartir à la fin du collège. Merci beaucoup pour cette belle De rien. présentation et ces échanges. Christopher n'a pas pu nous présenter son projet. Je voulais simplement vous signaler que si vous voulez avoir des bribes de son projet, il va sortir un article dans le cahier pédagogique du mois de mai qui s'intitulera Biodiversité sans frontières. Donc à retrouver pour avoir son expertise sur e-twinning, voilà, comment partager ses beaux projets.